Je dis un mot simplement de ce mot de veille. La veille, je l'entends comme l'activité de l'esprit par laquelle, d'une part, on accompagne toute une activité, toute une expérience, et on l'amène à son terme. On veille, par exemple, quand on ne sait pas trop où va le monde. On attend quelque chose. Mais ce n'est pas seulement l'attente qu'on retrouve chez Beckett, par exemple, c'est aussi attendre le moment venu, ce que les Grecs appelaient le kairos, où on va intervenir et faire passer l'état des choses à un autre état. Donc, une transformation. Et le seul titre du livre de Jean-Marc Fournier nous indique déjà, si vous voulez, une action, ce qu'on appelle un acte de parole. Un éclat de nuit sauve la lumière. Donc, il y a un moment, un kairos, où un éclat, on verra comment cet éclat venant de la nuit peut sauver la lumière. Vous voyez qu'on est dans un registre qui bouleverse le régime de la représentation. On est dans des alliances de mots et d'idées. Mais voilà, le veilleur, à un moment donné, agit, fait son coup de dé et espère transformer la représentation. Donc après ce travail sur le veilleur, s'il vous plaît, on va passer à la deuxième intervention, celle de Catherine Reya-Pesquet, qui porte sur... Alors j'ai remarqué dans ce second recueil de Jean-Marc un thème qui prend une certaine ampleur et qui n'existait quasiment pas dans le recueil précédent, et qui est la place du masculin et du féminin. Et compte tenu de la date où nous sommes aujourd'hui, 8 mars, j'ai trouvé que c'était une très belle chance de pouvoir parler de cela. Je vais vous parler un petit peu, parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas lu le texte. Vous l'avez eu en main? Il y en a plusieurs, non? Donc, il n'est pas inutile de parler un peu de tout ce qui entoure ce texte. Son enveloppe, vous savez, les professeurs aiment parler de mots compliqués, le paratexte. Le paratexte, c'est tout ce qui entoure le texte. Donc, il y a d'abord ce titre. Comme je disais, c'est un acte de parole qui nous indique tout un programme. Ensuite, il y a les épigraphes. Alors, je cite par exemple une très belle épigraphe de Georges Bataille. L'inachèvement, la blessure, la douleur nécessaire à la communication. L'achèvement en est le contraire. La communication demande un défaut, une faille. Elle entre comme la mort par un défaut de la cuirasse. Elle demande une coïncidence de deux déchirures, en moi-même, en autrui. Donc c'est déjà l'indication que il faut privilégier en quelque sorte une communication entre des globes, des vases, des états, des êtres, le fini et l'infini, la mort et la vie, toi et moi, pour que, eh bien, on évite ce qui tente beaucoup les hommes, et qui est en général leur illusion et leur désenchantement, l'illusion de complétude. Il faut que cette illusion éclate pour que ces deux déchirures puissent s'ouvrir l'une à l'autre. Enfin, une citation de Louis-René Desforêts. L'univers n'a de présence réelle que pour qui s'en fait humblement l'écho. Donc, l'univers n'a de présence réelle que pour celui qui s'en fait humblement l'écho. Je crois que là, vous savez que Desforêts est l'auteur d'un très beau récit qui s'appelle Le Bavard. On peut dire que nous sommes environnés chaque jour par une parole de pouvoir, une parole qui veut vendre, une parole qui veut tromper, qui veut manipuler, et au mieux, qui veut conceptualiser. C'est une parole de pouvoir. Cette parole est le contraire de la parole de poésie. La parole de poésie est une parole de dépossession, est une parole d'ascèse,
Vous verrez comment, par exemple, ce titre, où l'éclat de nuit sauve la lumière, il faut le mettre, je trouve, en regard de certains poèmes de Saint-Jean de la Croix, par exemple, la mystique espagnole. Toute cette valeur de la nuit unitive, la nuit qui nous dépouille des illusions du jour, des manipulations du jour, et qui inverse la vision, qui fait partir la vision, comme chez les grands romantiques, du fond du cœur humain, et non pas de l'extériorité, de l'objectivation. Et aujourd'hui, comme vous savez, la plus grande objectivation, c'est par exemple les réseaux. Cette intimité de l'homme exhibée, qui ne se rend pas compte, au fond, qu'il est en train de se perdre. Donc, voilà pour... et il y a une troisième citation que je voulais vous citer, c'est celle de Nietzsche, qui apparaît dans la première partie. Très belle citation. Et peut-être un peu inattendue, vous voyez, chez le batailleur Nietzsche. Ce qui est fait par amour n'est pas moral, mais est religieux. Ne pas contester au monde son caractère inquiétant et énigmatique. C'est une parole très difficile à entendre aujourd'hui, où le mot religieux est tabou, où le mot moral est sur toutes les lèvres. Donc, on abandonne entièrement le domaine ou le monde qui est régi par les jugements, entre bien et mal, par exemple, pour se livrer à un accès à l'inconditionné, ce qui est avant tout bien et tout mal, au-delà de tous les jugements. Et se livrer en même temps à l'inconnu, ce qui est énigmatique et inquiétant. Voilà le domaine de la poésie. Donc je trouve que ces trois entrées sont merveilleuses. Alors, dernier point, pour insister un peu sur l'aspect actif de cette poésie. Je vous lis le premier aphorisme. Cessons de regarder ce qui nous dégrade. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Et le dernier verset, Jean-Marc lira tout à l'heure d'ailleurs le poème d'où il est extrait. Le grand large qui nous veut reste côtier, invisible, secret. Feu souterrain, mais flamme souveraine, par qui mourir et vivre. Si vous voulez, il y a entre le premier et le dernier moment, je trouve un des motifs dynamiques de ce livre qui cherche, comme toute poésie, une verticalisation. Aujourd'hui, on fait des hommes couchés. Le poète nous verticalise, comme disait le poète, un grand poète latino-américain. J'aimerais vous citer, et très rapidement, mais là c'est le contexte. J'ai souvent pensé, en lisant Jean-Marc Fournier, d'abord, c'est une des choses qui m'ont fait sentir que sa poésie, si vous voulez, avait un air très fort et qu'elle avait une qualité de c'est bête de dire ça, mais de poésie réelle. Je citerai deux mythes auxquels je pense sans cesse, qui entourent aussi la poésie moderne, et pour montrer aussi que il y a une vraie tradition encore vivante aujourd'hui, après quelque chose comme 30 siècles de littérature mondiale. Je pense par exemple à une légende du Moyen-Orient qui se trouve dans le Gilgamesh, 3000 ans avant le Christ, et qui se trouve aussi dans l'Ancien Testament. C'est la scène du jardin, du paradis, de la Genèse, c'est-à-dire l'exil d'Adam et Ève du paradis, à la suite d'un désir prométhéen de devenir comme des dieux en se saisissant du savoir. Le deuxième
Donc là, c'est pour penser à l'exil et au facteur d'exil de la poésie, que la poésie va affronter. Et le deuxième mythe, je trouve qu'il faut avoir à l'esprit, parce qu'il est cité d'ailleurs par notre poète, c'est le mythe d'Orphée. Orphée Eurydice, là je n'ai pas besoin d'insister. Donc le poète va descendre aux enfers, rechercher sa bien-aimée, mais à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, il manque d'endurance. Et il craint qu'Eurydice ne le suive pas vers le jour. À ce moment-là, Eurydice disparaît. Donc, le poète donc, va, en quelque sorte, faire quelque chose que personne n'aime faire, descendre vers l'amertume, la mort, l'horreur, le chaos, la démesure des hommes, par exemple, aujourd'hui. Et il va falloir qu'il affronte cela pour tirer quelque chose de la parole. J'ai dit déjà une grande part de ce que j'avais prévu de dire à propos de la poésie étonnamment orphique de notre ami. Voici ce que je dirais à propos de ce premier, je peux dire, chapitre. Il me semble que, comme tout beau poète, Jean-Marc a désigné certains de ses ennemis ou de ses obstacles. Et j'en ai repéré deux. L'un, c'est celui dont j'ai déjà un peu parlé, c'est cette grande chose qui est autour de nous aujourd'hui, qu'on appelle le monde, l'histoire. Il va être question en détail de points les plus opaques de l'histoire. Par exemple, les camps. Il y a un poème très bref, ascétique. Vous savez qu'il est très difficile de parler des camps. Certains, comme Jorge Semprún, ont mis jusqu'à 30 ans avant de pouvoir aborder leur expérience. Donc il est toujours très délicat d'écrire à ce propos, et je trouve que cette parole est ici très, très respectée. Donc le poète va être une sorte de sismographe de cette histoire. On va lire tout de suite un premier texte dans le 44.3 qui, si vous suivez exactement le dessin des images, ce sont des images impossibles, des alliances impossibles, de qualité impossible. Faire échec. Vous m'entendez là? Faire échec. Soleil difforme. Désert. Nous cheminons sous un soleil difforme. Savons-nous quand ce soleil est devenu cancéreux? Géniteur parodique du désert mort. Raison folle, planète perdant haleine, oiseaux mutants et sinistres. Les hommes ne cherchent plus les ombrages lents des jeux, des échanges complices. Ils en ont perdu souvenir et envie. Nous devons nous allier à ceux qui parient que ces évidences hideuses, sans réplique apparente, resteront à la fin impossibles. Donc soleil difforme, soleil cancéreux, on est vraiment... Platon faisait du soleil le miroir de l'être, la source de l'être, et eh bien, le poète moderne ne peut recevoir dans le milieu, dans l'espace, dans l'histoire où il vit, que sous la forme d'un cancer. Donc voilà des images que les anciens, alors l'ancienne rhétorique avait des termes pour tout. Là on appelait ça les adinatones, les choses impossibles. Et on va lire aussi tout après ce poème que je disais sur les camps. C'est le 86-12. Non, le 36-28. 36-28. Le Verbe meurt avant l'homme. En
mémoire des camps, brisure du regard, stigmate sur tout le visage, corps affamé, corps humilié, la vie ne trouve plus d'issue pour fuir la danse parodique et les cris des bourreaux. Ici, la parole est atrocement vaine. Elle n'a jamais existé. Jamais existé. Je crois qu'il est difficile de dire plus, de dire mieux. C'est le type de parole que Bachelard appelait la parole silenciaire, parole faite de lacunes et qui raconte elle-même l'impossibilité de la parole. Je peux citer moi-même à propos de cette parole ce que Jean-Marc dit. Parole si éprouvante, si rare à extraire, si proche du silex dont jaillit chaque lueur. Mais on associe souvent le poète à une sorte d'éloquence directe vers les choses. On associe à une parole, comme Éluard l'a dit, une parole facile. La beauté m'est facile et c'est heureux. En fait, le poète moderne agit donc par éclat de nuit. Vous voyez ici, il parle de silex, parole qui va agir par frottement de silex, dont jaillit chaque lueur. Lueur. Ce n'est pas une lumière, c'est une ébauche de lumière. Si éprouvante. Et je vous dis ceci parce que la deuxième partie, si vous voulez, de mon intervention, ce serait toujours dans le sens de la difficulté du poète à accéder à son monde. Ici, par exemple, pourquoi a-t-il choisi de parler de désastres, de soleil cancéreux, des camps? Pour une raison très simple. Un poète est vrai ou il n'est pas vrai. Un poète, pour être vrai, doit affronter les contradictions de son temps. Il doit trouver l'unité dans le discord, dans la guerre. C'est Bonnefoy qui disait, dans sa jeunesse, et ses premiers poèmes, que la poésie était une guerre, dont le contraire, celui de l'image irénique que l'on se fait souvent. La poésie, peut-être sur le papier, lorsqu'elle nous arrive, a vaincu le chaos. Elle a plié le chaos à son harmonie. C'est une harmonie imposée au langage. Parce que le langage, en fait, le poète se rend compte d'une chose, c'est que ce langage, il le dépossède. Ce langage est le contraire d'une maîtrise. Ce langage même le prive de ce qui lui est le plus cher, c'est-à-dire ce qu'il voudrait dire par-dessus tout. Il voudrait dire beaucoup de choses que la société, par exemple, exclut, rejette, qu'elle condamne, qu'elle trouve impudique, qu'elle trouve peut-être immoral, obscène ou scandaleux. Et là aussi, le poète va être celui qui réintègre l'exclu. On va citer, si tu veux bien, des poèmes dans ces tons. C'est par exemple 86-12, Séparation. 86-12. Je peux, attends qu'il trouve la page. Mais ça y est, Oui. On va dire simplement ceci, c'est que ici, au fond, l'exil que nous racontions dans la Bible, ou ce que nous dit la psychanalyse sur le fait que la parole, dans l'homme, prive l'être humain de toutes les symbioses dans lesquelles il avait pu vivre auparavant. La parole nous fait passer à un autre état de nous-mêmes, et le poète est un de ceux qui essaie de faire filtrer dans la parole ce qu'on a dû oublier. L'instant de la demande impossible. Tu restes sur le seuil. Devant toi, la lumière du foyer, refuge prohibé. Derrière toi s'étend la nuit épaisse, barrière opaque,
aux chemins estompés. Ta vie cherche dans l'impasse les bouches à nouveau offertes de l'eau et du feu renaissant. Ce n'est pas du tout que le poète ici, au fond, on a envie de dire, fasse grise mine à l'immédiat, à la grâce, à ce qui lui plaît dans une heure harmonieuse de la journée. Il dit au contraire, cet attrait de l'immédiat, 39-38. Fin d'une vérité plus proche, qui serait fruit de l'arbre de vie. Famine dans l'exil, où tout reste pétrifié, asphyxié. Puis revient ce qui depuis toujours nous porte, l'allié incliné vers la naissance, la couleur, le sans-nom. Je trouvais ce poème est étonnant parce que là on voit en effet le mythe biblique transparaître, hein, le jardin, l'immédiat, et l'impossibilité de rejoindre cette chose. Par cette expulsion qui est faite, le mythe le raconte ainsi, mais si vous voulez, la science la plus moderne nous montre en effet que la parole, en particulier avec ce qu'on sait sur la deuxième articulation du langage, système phonologique, nous exclut de tout lien direct avec les choses. Donc, il y a tout ce travail dans cette œuvre. Vous voyez, j'espère. Je me disais, je vais peut-être un peu ennuyer ce public en lui montrant un petit peu ce travail difficile que fait l'écrivain. Mais en même temps, si vous voulez, ça fait partie un peu de notre joie. Nous voyons quelqu'un ici qui lutte et quelqu'un qui arrive, vous allez le voir avec d'autres textes, à des vrais accomplissements. Mais j'ai jamais mieux trouvé que le mot de travail, comme l'emploi Pavese, le travail de poète, c'est un essai de Pavese, pour désigner ce travail. Alors, bon, j'avais prévu d'autres choses, mais il faut vraiment que je termine. Il me semble que il faut arriver aussi à montrer comment l'écrivain est devenu écrivain, comment il a supprimé certains de ces obstacles, comment il les a en quelque sorte vaincus. Eh bien, il y a en particulier deux techniques ici, ou deux chemins qui sont très frappants dans l'écriture de Jean-Marc Fournier. L'une, c'est une écriture aphoristique. L'aphorisme, on peut dire dans sa généalogie de Nietzsche à Char, l'aphorisme est une écriture de la rupture, de l'interruption, de la découpe, ce que veut dire le mot aphérein, couper, découper. Donc, quand nous avons un énorme magma qui est ce monde, dont on ne sait pas comment le prendre, que faire avec cette chose? Le poète est intéressé comme nous par le monde, mais il ne peut à un moment donné rien en faire. Eh bien, il va faire jaillir tout simplement des moments, des éclats, on revient à ce terme, ce seront les aphorismes. Ces aphorismes, quelquefois, m'ont fait penser, par exemple, à Sioran. Il y en a de très savoureux, par exemple, et assez méchants. Notre supériorité est marquée du sceau d'un désir dont la plaie est incurable. Alors, le mot incurable, je trouvais que c'était très sioranien, mais si vous voulez, cette antithèse violente entre supériorité humaine et incurabilité de ce supérieur. Voilà. Et chaque fois, c'est quelque chose, une forte vérité qui jaillit. Et puis, donc, retenons celui qui est le titre du volume. Le titre du volume, c'est « Un éclat de nuit sauve la lumière », où nous avons aussi l'oxymore directement. Et cet oxymore nous montre quoi? Il nous montre, par exemple, qu'il y a, en dehors de toutes les contradictions dans lesquelles nous nous débattons, le haut, le bas, le noble et l'ignoble, parce qu'après tout, ce monde est ignoble, mais il faut que j'y vive. Donc il faut que je parvienne à faire un chemin. Ce chemin, je vais le faire en faisant éclater
justement ces contraintes qui pèsent sur moi, de la représentation, pour justement trouver malgré tout, dans cet enfer, un paradis. Et ce sera l'oxymore. L'oxymore suppose l'unité entre deux contraires, la nuit et la lumière. Et il suppose qu'il y a quelque chose qui est commun à ces deux extrêmes. Qu'est-ce que c'est? Alors, Bachelard aimait beaucoup citer le vers de Baudelaire, « vaste comme la nuit, comme la clarté ». Eh bien, la vastitude, ou bien la puissance, les pôles sont deux pôles puissants, ils ont quelque chose en commun. On va pouvoir faire passer l'un dans l'autre. On va créer une troisième dimension. Voilà ce que nous sentons au fur et à mesure que nous lisons ces oxymores. Et donc, aphorisme et oxymore, très souvent liés, sont un des grands moyens par lesquels le poète conquiert sa parole. Je lis quelques aphorismes. Si tu veux bien. J'ai fait un choix de quelques aphorismes pris parce qu'il y en a beaucoup, dans mon travail. Je ne les commenterai pas plus avant. Vous verrez bien si vous avez des questions à me poser sur eux. Donc j'en lis quelques-uns. La vérité est une prière dont l'origine et le destinateur sont un. Comme une trace de loup sur la neige, ce qui importe laisse toujours une marque redoutable et attachante. Né dans le silence, il sera un événement qui atteindra sa cible en des temps inconnus, chez des êtres que nous ne saurons pas. Ne se brûler les yeux que pour ce qui agrandit notre vision et celle de tous. Une petite étoile toujours assoupie dans nos rêves. Elle vient des âges lointains de la vie qui demandent à venir à la parole. Jaillit d'une nuit plus originelle que notre nuit cosmique, les formes sur la toile ont cette divinité silencieuse qui n'appartient qu'à ce qui passe, comme la beauté de la femme, qu'à ce qui dure et n'a pas de nom traduisible. Aimer le jour, même s'il reste avare et fuyant. Il ouvre le sacre de la nuit, de sa pulsation, toujours semblable, toujours autre. À fleur d'abîme, une paix comme une source, non comme un message. Étrave d'une parole dans les eaux du présent, peut-être du futur, peut-être du futur, si une vigilance aimante. C'est tout. Je vous donne celui-ci, peut-être que ce sera le dernier point, on laissera parler Catherine, qui me semble un aphorisme et un oxymore de Guerrier, qui m'a fait penser beaucoup à Michaud. La lumière ne peut naître que de nos faillites. La lumière ne peut naître que de nos faillites. C'est le contraire d'un art apollinien, c'est un art dionysiaque. Et il nous convient davantage, nous, hommes modernes, car nous avons beaucoup de faillites à notre compte. Catherine. La façon dont Jean-Marc, je vais utiliser un verbe peut-être pas très heureux, mais tant pis, installe ces deux instances du masculin et du féminin dans le monde qu'il dessine et qui me semble être un monde originel, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure avec un autre texte. Je commence par vous lire un texte qui est le texte 18, page 51, Avant ta venue. Ce monde a été plus seul jadis que le froid de l'espace. Peuplé, il restait désert. C'est la venue de la femme qui lui a donné la chaleur des sentiments et la douce moiteur des sens. La femme,
malédiction sublime, fontaine de jouvence, perdition aimée, rédemption mensongère ou véridique. Ne l'idéalisez pas, seule, elle détient le pire et le meilleur de notre pauvreté. Elle apporte l'être pour le malheur, pour le bonheur ou même pour cette curieuse banalité quotidienne que l'homme, sans elle, ne concevrait ni ne supporterait. J'ai envie de te laisser la parole, sauf tout de suite, parce que ce qui me touche beaucoup dans la façon dont il parle de la femme et de l'homme, c'est une extrême délicatesse et un sens très aigu de la complexité de la situation de l'un par rapport à l'autre. Et il se situe sur une position qui finalement est assez extraordinaire, je vais le dire comme ça, je le dis comme ça, dans les temps que Serge Canadas vient d'évoquer, et qui est une sorte de face à face ou côte à côte. C'est là-dessus que peut-être j'aimerais que tu dises un mot, dans lequel se tiennent l'homme et la femme dans ce monde, se considérant. Je vais poser tout de suite comme remarque que l'extraordinaire est qu'il n'y a pas de domination. Et on l'entend dans ce texte. N'idéalisez pas la femme, mais sans elle, l'homme ne concevrait pas le quotidien. Je pense que nous vivons largement à travers des catégories très fausses. On cherche à savoir qui est supérieur à l'autre, etc. Moi, il me semble que l'homme et la femme se tiennent effectivement l'un à côté de l'autre, l'un face à l'autre, et quelque part, la femme pour l'homme est ce qu'il a de plus profond. La femme pour l'homme est ce qu'il a de plus profond. Et en la femme, je l'ai écrit quelque part, une profondeur originellement plus grande que ce que l'homme à lui seul connaît. Et ça, beaucoup plus que tout féminisme, je dirais parfois utile, mais parfois discutable, ça c'est le grand pas à franchir. Arriver à découvrir cette profondeur du féminin, en la femme bien sûr, mais en nous aussi. Sinon en nous d'abord, quelque part. Pour esquisser un cheminement à travers les textes très divers et qui sont répartis dans le recueil d'une façon, je dirais, assez inattendue. Au passage, j'aimerais dire que lire un recueil de Jean-Marc, c'est vraiment faire l'expérience de la lecture de poésie. C'est-à-dire, c'est d'abord se perdre. Et quand on s'est perdu, on aperçoit quelques-unes des étincelles d'écriture que le poète a eu dans son travail de solitaire. Mais cette perte des repères du lecteur est solitaire aussi. Donc pour esquisser un parcours, on pourrait quand même essayer de considérer, d'abord, puisqu'il a écrit aussi un certain nombre de textes assez nouveaux, l'éros. Donc l'éros a une place dans ce monde, avec une sorte de dualité, puisqu'on a bien compris que la dualité est vraiment le balancement entre lequel Jean-Marc se tient pour considérer toute chose. Et Eros double, donc Eros se présente de deux façons. Alors d'une part de la façon sensuelle, sensorielle, qui est notre approche à tous dans la vie, et d'autre part la possibilité d'une expérience beaucoup plus profonde. Je vais citer deux textes dont la tonalité au passage d'ailleurs est assez différente, par exemple des aphorismes de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Deux textes donc sur cet Eros. Page 76, numéro 13. L'odeur de citron vert de ta...
L'odeur de citron vert de sa peau éveille mon désir. Franche convoitise de l'élan, dont l'amour est absent, ainsi que ses idéaux, sa terre d'élection, ses étoiles communes. Gravitation fatale des sens. Balance faussée. En Occident, paradoxalement, l'amour a pris pour lui toute la noblesse. Livré à lui seul, le désir, aussi glorifié qu'il soit, reste assigné à la contemplation envieuse ou à la prédation, déguisée ou non. Donc, on a déjà cette manière de poser, et dans d'autres poèmes aussi, cette manière de poser les moi devant l'essence, les moi devant le corps féminin. Et avec, là encore, la complexité du contexte qui tantôt fait de l'éros une expérience sensorielle très belle, mais tantôt aussi peut aller vers justement des notions de domination ou des notions presque, je dirais, bon, Jean-Marc n'aime pas le mot dévoiement, il trouve que j'exagère. Je le risque quand même en disant que sans doute j'exagère. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Voilà. Tu veux dire? Ça peut l'être, dévoiement. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que l'érotisme pour lui-même n'est pas toujours dévoiement. Même s'il n'est pas recherche d'amour. Voilà ce que je veux dire, c'est tout. Et en réalité, ce qu'on voit apparaître peu à peu, c'est une sorte de conception. Tu m'arrêtes si je me trompe. Une conception rêvée, j'allais dire idéalisée, mais on va dire une conception rêvée de ce que peut être l'éros dans la contemplation et la relation à égalité avec la femme. Et je vais prendre le texte, page 44, qui s'intitule « Destin de chair ». S'enfoncer dans sa chair tendrement ouverte, ou, expérience tellement plus bouleversante, caresser le don qu'elle nous offre, par l'appel de son corps devenant parole. Elle m'avait rejoint au bord de ce chemin ouvert par la vie, cherchant toujours ce qui sépare à ce point l'homme de l'univers, l'homme de l'autre homme, l'homme de lui-même. Eros est un guide véridique sur cette route pour connaître et peut-être soigner notre exil hérité. Cet exil, si facilement confirmé, reconduit par nous. Et là, on voit déjà apparaître cette très belle image. Eros est un guide véridique. Et cette transformation d'un thème simplement sensuel ou libertin vers une sorte d'aventure transcendante. J'ai déjà dit que l'homme et la femme se faisaient face dans une sorte de respect mutuel. Et je vais en trouver des exemples dans d'autres textes. Je voudrais ajouter simplement Pardon, je t'en prie, que te donner la parole. ce qui m'a paru important, après l'avoir écrit, c'est que le corps de la femme devient parole. Alors qu'on a tendance à réserver la parole au masculin et l'éros au féminin, le corps de la femme est parole. Elle est éros et logos, la femme. Féminin. Ce qui unit l'homme et la femme n'est pas ce qu'ils sont, mais quelque chose qui vit en deçà et au-delà d'eux, et qui peut les relier dans leur opposition et leur étrangeté. Page 24. 75 et 76. Ni femme ni homme, et femme et homme, principe unique, racine obscure, vit d'avant la parole, que la parole poursuit comme une étrangère traquant le monde sans nom.
avant la jonction des eaux, vint l'unité du ciel et de la terre. La lutte aussi entre le ciel et la terre. Toute vie est ordre, et chaos également. Elle est la connaissance qui s'ignore. Elle est l'axe, la clarté, le côté sombre, le mystère nuptial dans sa célébration, la grande chose tremblante, désunie, rassemblée, réunie on ne sait où, on ne sait comment, pour le savoir diurne des actions, des outils limités à la clarté. Lieu seulement de la grande nuit, au cœur du cœur insondable. Pont sur l'abîme entre féminin et masculin. Univers du silence inlassable. Je dis un mot avant de te laisser la parole sur ce texte, peut-être. Non. Je parlais tout à l'heure de ce monde originel dans lequel l'homme et la femme se tiennent. Il me semble que on a ce monde originel avec son abîme et on a cette superbe image du pont et cette superbe face-à-face dans lequel aucun des deux principes masculin ou féminin, là encore, ne l'emporte. À peine sont-ils distingués. Ils sont distingués, mais à peine, pour renverser la formule. Mm-hmm. Et c'est ça le mystère nuptial, finalement. Cette unité de principe qui en même temps fait qu'il y a déjà dualité, mais une dualité qui est lien partout, qui de partout est lien, disait. Oui, donc... Pont sur l'abîme, entre féminin et masculin. Et c'est un univers de silence inlassable, qui dépasse les paroles que peuvent dire l'homme et la femme. De ce fait, la rencontre du masculin et du féminin conduit à une expérience donc, qui peut être une expérience transcendante, dans laquelle l'autre se découvre et dans laquelle on voit la figure de l'autre être un frère ou une sœur qui va aider à se connaître. Je pense pouvoir dire, page 81, l'espace d'amour. Notre amour a-t-il choisi, jadis comme aujourd'hui, la musique? Ou lui préfère-t-il, non sans crainte, le silence, ce vaste silence qui nous habite? Entre l'un et l'autre, quel visage donnons-nous à notre destin? Quel regard sur les êtres aimés, sur la mort qui n'est plus chant ni silence en fait? Toi, avec qui j'ai choisi de vivre, éclaire d'un peu de ta parole la douceur déchirante de la mélodie, les larmes retenues et la paix du silence, ces infinis où nous pouvons boire, ces deux extrêmes où la vie peut grandir. J'ai envie de m'arrêter là, parce qu'il parle beaucoup mieux que nous. Non, tu continues, tu parles. J'ai dit l'essentiel pour Léros. J'avais peut-être envie de parler aussi d'autre chose qui est très prégnant cette fois-ci. C'est le thème de la beauté. Mais peut-être est-ce trop tard et peut-être... On en dit un petit mot. Le lien que je ferai entre ce que je viens d'essayer de montrer sur le masculin et le féminin et ce thème de la beauté, ce lien, moi je le vois dans Baudelaire. Donc pour Baudelaire, il ne s'agit pas d'une assimilation, rien, mais pour Baudelaire, il y avait déjà ces deux axes, ces deux pôles plutôt, ces deux pôles de la femme sensuelle et qui entraîne l'homme vers la vie des sens, et l'autre pôle qui était la femme idéale, mystique,
et qui attire le poète vers les contrées de l'idéal. Donc, disons, le rapport là est cette dualité dont on avait parlé. Et en même temps, là aussi, ce qui est exprimé nettement dans ce recueil, c'est une aspiration. Alors, bien sûr, on a toujours pu percevoir cette aspiration chez Jean-Marc. Je dirais, cette fois-ci, elle est formulée beaucoup plus nettement. Une aspiration à la beauté et à une forme de beauté qui, dans certaines images aussi, ont évoqué le luxe, le calme, la volupté, une certaine lumière. On voit plusieurs fois, alors je vais d'abord donner un de ces textes sur cette soif de beauté, page 25, 79. La beauté, seule soif, seule source. Sa quête n'élude aucune torture, aucun tourment, avant que la neige du renouveau n'apporte la sagesse de sa clarté, en balayant, de façon provisoire ou définitive, les cendres de l'artisan. Tu dis un mot de artisan, s'il te plaît. Mais l'artisan, celui qui fait, Oui. mais il n'ira pas plus loin. Ou il ira plus loin, une autre fois. Oui. Mais ce qui compte, c'est s'il laisse du beau, s'il laisse quelque chose de beau. Bon, mais évidemment, les cendres de l'artisan seront balayées un temps ou pour toujours. Mais qu'importe. Qu'importe, même si nous savons que nous ne le pensons pas tout à fait. Non, sinon tu ne serais pas là. Non, pas du tout. Mais oui, donc cette aspiration, cette quête de beauté, et qui t'amène à faire explicitement, pour une fois, référence à d'autres artistes. Donc j'ai été frappée par l'importance du thème de la peinture. Il y a plusieurs références à la peinture, liées d'ailleurs à ce thème de la lumière et du feu qui a été évoqué dans la première partie. Et existe aussi le thème de la musique, mais je vais peut-être plutôt citer deux versets très courts donc sur la peinture, parce que je les ai trouvés superbes, et reprenant un certain nombre de, condensant un certain nombre de choses qu'on vient de dire. Page 20, 58. La lumière a les yeux brûlés. Van Gogh nous l'a fait voir. Sa peinture et sa vie sont un sacrifice pour célébrer le viol solaire de la clarté devenue sang. Donc une quête de la beauté, une quête inlassable, une admiration pour l'univers d'autres artistes et une sorte de fascination pour le pouvoir de l'art de métamorphoser. Chaque artiste ayant ce pouvoir de métamorphose nous conduit, enfin nous aide à faire un pas vers l'absolu et à nous arracher à ce chaos du monde si perturbant. Voilà, je m'arrête là. Peut-être qu'on peut inviter nos amis à dire soit quelque chose, à quoi ils ont pensé pendant les interventions, ou poser une question à Jean-Marc Fournier sur ses intentions de poète, je ne sais pas, sur la façon dont il s'est fait lui-même poète, sur peut-être ses poètes favoris, je ne sais pas. Et après que nous avons beaucoup parlé, c'est difficile. Mais je suis sûr que vous avez envie de dire quelque chose. Je voudrais demander à Jean-Marc si l'aphorisme vient en marchant ou en écrivant. Oh, tout vient en écrivant, pour moi. Ce qui existe, comme je l'ai dit plusieurs fois, je crois, c'est quand je suis dans des périodes où j'écris,
qui sont nombreuses. C'est une sorte de soif un peu inquiète, voire douloureuse. Mais tant que je ne suis pas devant une page, il n'y a pas de matérialisation en mots. Les mots viennent devant une page. Que ce soit de l'aphorisme ou un poème. Que ce soit un brouillon ou quelque chose de définitif. Quand je me promène, c'est la soif inquiète. Quand je m'arrête, quelque chose vient. Un poète disait d'ailleurs que c'était une position très inconfortable, celle de l'écrivain. C'est le dos est courbé, tout est crispé, et on dirait que ce n'est qu'avec cette douleur que l'écrivain peut dépasser cet obstacle qu'est la surface notionnelle des mots pour aller trouver la parole du dessous, ce qu'on trouvait dans le poème La Racine obscure, qui a le secret des unités. Mais cela ne se fait qu'à coup de silex ou avec cette souffrance physique attachée à la table. Alors je suppose que les promenades, on a des pensées, on a des rêveries, des rêves éveillés même, mais voilà, c'est le moment où on souffre à la table que le coup de stylet qui est toujours aussi quelque chose d'assez violent, se fait, surtout pour l'aphorisme. Ben, c'est vraiment un coup de stylet. Ce qui est assez extraordinaire dans la poésie de Jean-Marc, je trouve, c'est justement cette souffrance dans l'écriture, peut-être, ne se ressent pas toujours dans les poèmes. Parce qu'il y a une allégresse à écouter ces poèmes, et quelque chose de très fluide, de très... On ne sent pas la souffrance. Mais non, c'est ça qui est l'allégresse, c'est pour nous, justement. C'est pour nous. Lui, il souffre. Parce que c'est extraordinaire, le bien-être, enfin la joie que procurent ces poèmes. C'est le don. Et ça ne se sent pas. C'est vraiment... Vous savez, c'est pour ça qu'actuellement, il y a toute une recherche qui est faite autour de la littérature, de la poésie, sur la fonction réparatrice de l'art. Il y a des médecins qui, dans des congrès, font venir des poètes, des écrivains, pour parler, par exemple, de la schizophrénie, de l'angoisse, de phobie. Et l'écrivain, par son témoignage, justement, si vous voulez, cette nuit obscure qu'il doit traverser pour amener au jour une matière très récalcitrante, il a une expérience de toutes les folies, au fond, de toutes les séparations avec les autres, avec les semblables, il subit tout, et il a un peu le secret de ces vertiges de l'esprit. Oui. Moi, je ne suis pas poète, mais j'ai l'impression que la souffrance du poète, elle précède son exil, et son exil, c'est son écriture qui métamorphose quelque chose, quelque chose de lui qui ne peut advenir que s'il ne trouve pas un papier pour le mettre dessus. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Mais si ça advient... C'est la souffrance qui précède, une angoisse existentielle, une souffrance qui... La souffrance, c'est chercher. Ce qu'on trouve n'est pas que souffrance, c'est même là. Elle est là, mais c'est une façon de... En se métamorphosant, ou en métamorphosant son existence, ça cicatrise quelque chose de lui. C'est une façon de guérir cette souffrance. De guérir, tout à fait. Oui. Voilà, et donc, par là même, de découvrir la joie. Moi, je voudrais simplement, en réponse, d'ailleurs, lire un des poèmes, parce qu'il y en a plusieurs dans ce texte, de la joie que j'ai écrit. Oui. Faut le lire. La joie est effrayante aussi. Nous sommes le vase précaire de cette immense poussée qui nous inspire vers le feu de ses hauteurs. Incendie de la joie, il bouscule l'homme penché que nous restons
et dont la terre proche est l'appui, la limite. Traverse-nous cependant, souffle fécond, sans détruire, si tu le peux, notre habitat éphémère. Mais, source de braise, dangereuse et don unique, que chercher qui vaille, sinon ton baiser brûlant? Il y a une violence dans la joie, mais que chercher qui vaille, sinon ce qui arrive à la fin, le baiser brûlant de la joie, comme je l'appelle. Qu'est-ce qui vaut d'autre dans la vie? Je lis le second que j'ai écrit d'ailleurs sur la joie, qui n'est pas très long. Les mouvements de la vie excèdent toute pensée. La joie, suffocante comme une douleur, car la joie est aussi douleur. Elle ne nie rien, rien de l'insupportable, au loin, en nous, rien. La joie ne renie pas la joie, elle existe au cœur du vide, de la détresse. Si elle est la joie, rien ne lui est extérieur, ce qui lui est contraire ne l'éteint pas. Rallume plutôt sa soif de brûler en tout. La joie jette une lueur profonde, même sur les forêts opaques de nos contrées maudites. Elle reste la joie jusque dans ces régions de l'être. La joie demeure joie, elle qui n'abolit rien. Ce sont des états, je crois, qu'on a quand on est parvenu à matérialiser quelque chose d'écrit. Et là, on connaît cette joie douloureuse, mais cette joie. Et on voit aussi comment la joie est liée à la création. Parce que, Oui. justement, il y a les extrêmes. Il y a un vieux proverbe grec qui dit « La joie, c'est quand on pleure et quand on est très heureux. » Les deux ensemble. Ce qu'on voit dans certaines musiques, par exemple. C'est l'envers du décor. Voilà. C'est long. Moi, j'associe sur le peintre Bacon l'anglais qui, quand on lit son histoire, ses souffrances, ses fêlures, et comment il a métamorphosé les corps qui sont violents. C'est une façon aussi il y a une joie enfin pour lui, en tout cas, il y a sûrement une jouissance de métamorphoser sa personnalité blessée, humiliée, tout ça, enfin, dans son histoire. Il y a l'épreuve et la joie. Mais Nietzsche, d'abord, un peu, et beaucoup plus Bergson, associait totalement la joie à la création. Oui. Et effectivement, c'est cet instant, là, il a été question de Kairos, le moment opportun, le moment qu'on arrive à peut-être atteindre à des moments, moi je dirais pas violence, je dirais plutôt fulgurance, où effectivement la joie peut nous s'allumer. Nous. Et c'est dans le moment, je dirais, juste, j'ai une grande quête de la joie et beaucoup pensé à la joie et à divers. En plus, c'est difficile parce qu'il y a des joies différentes. En fait. Mais elle surgit forcément quand l'être est en adéquation avec soi-même. Et je pense à Cheng qui dit qu'elle surgit aussi forcément quand l'âme d'un être individuel est en harmonie, pour peut-être un petit moment précoce, avec l'âme universelle. Et donc voilà, c'est ce que le poète peut peut-être poursuivre et atteindre à certains moments d'étincelles. Et voilà, c'est pas facile, je crois. Mais je crois vraiment que c'est le moment où on est en adéquation avec soi-même. Il y a d'autres formes aussi de joie. C'est Frédéric Lenoir qui en parle bien, celle qu'on peut ressentir qui est plutôt de l'ordre, mais qui dépasse beaucoup la satisfaction. C'est celle que nous ressentons quand il y a eu dépassement de soi-même, quand il y a eu dépassement de soi. Quand on arrive à une création. Et
Voilà, c'est bien pour ça que c'est lié le premier à ma connaissance, mais tu es mieux placé que moi pour le savoir, parce que non, mais c'était prof de philo quand même. Oh, tu... Non, mais moi, c'est pas donc, une merde, tu... parce que bon, le grand philosophe de la joie, c'est Spinoza, mais il ne Oui. la liait pas. Enfin, le dernier stade, c'était justement par l'intuition. Hein, on arrive à être. C'est quand Dieu entre aussi Le Dieu de Spinoza, c'est-à-dire le grand tout. Quoi. Voilà, le grand tout, la nature. Il disait d'abord que la joie est vraie et une passion positive pour nous quand c'est nous-mêmes qui en sommes la cause adéquate et pas un élément extérieur. Oui. Voilà. Et ensuite, la dimension ultime de la joie, c'est la troisième dimension, il y avait 3 niveaux pour lui, c'est celle où c'est Dieu, enfin le divin, la nature, qui est... Le panthéisme. Qui en est la cause, voilà. Le panthéisme, enfin bon, ça célèbre formule. Pour lui, le tout est Dieu, Dieu est le tout. C'est pas... Dieu, c'est-à-dire la nature. La nature. Et donc là, on arrive vraiment à la forme qui est évoquée par François Tchèque quand l'âme individuelle entre en harmonie avec l'âme universelle. Oui, tout à fait. C'est une formule des Upanishads d'ailleurs. Yoga. Dans les Upanishads. Non, il emprunte au yoga. Ben voilà. Ce qu'il y a d'important, c'est que quand on cite Spinoza, c'est quand même un hommage qui doit lui être rendu, parce que dans la philosophie moderne, c'est le seul à parler de la joie comme étant quelque chose d'essentiel. Enfin, ça dépend ce que tu appelles. Il y a Bergson après qui l'a. La personne est l'œuvre. Associé à la création. Oui. Chez Spinoza, il y a ça. Alors, tu veux lire dernier en guise poème. d'adieu, Je peux lire le dernier poème. Après la lutte avec l'ange et ça. Celui-ci plutôt. Et celui-là, non? Oui. Ah mais je pensais que c'était celui-là. Celui-là et celui-là, peut-être. Les deux. Je voudrais, au moins pour terminer pour moi, lire les 2 derniers textes du livre. Il y a le thème de la lutte avec l'ange. Alors je dirais que le dernier texte du livre sur la lutte avec l'ange, c'est une sorte de, pour le dire vulgairement, un match nul par rapport à l'affrontement. Je ne sais pas comment le dire. Après la lutte avec l'ange, quand viendras-tu encore, adversaire trop grand pour moi, ami tellement lointain, parfois proche, semblable? J'ai cueilli avec toi la fleur nocturne, caressante et amère, amour coupable et haine malheureuse. Qui es-tu? Femme ou homme ou les deux? Je me souviens d'étreintes interdites, de joie sans aucun ciel, de vérité coupante comme des lynchages, et d'un vers profond au soir qui sauve la mémoire. Tue-toi un avenir. Et la fin, le final, la haute mer passée, le feu caché d'un grand large. Nous ne voguerons plus en haute mer. Le temps en est passé, du moins sous cette forme. Nous ne vivrons plus sous la chaleur et le froid écrasant du soleil qui ressemble à l'orgueil solitaire de la démence. Nos pieds ne donneront plus sur les abysses insondables, à la recherche de terres oubliées ou négligées. Il faut humblement savoir aimer la côte et apprendre patiemment le trait et la couleur avec les héritiers de Cézanne, Gauguin, Van Gogh. L'exploit spectaculaire et vain n'est qu'une maladie sénile de l'époque. Il faut se réjouir que nous ne soyons plus à son heure. Le grand large qui nous veut reste côtier, invisible, secret, feu souterrain, mais flamme souveraine, par qui mourir et vivre. Merci à vous d'être venus, d'être là.